Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous! Les neurosciences nous offrent des perspectives passionnantes sur la manière dont nous apprenons et retenons l'information. Et les émotions jouent un rôle essentiel dans ce processus. Mais comment favoriser les émotions? La ludopédagogie et la gamification, deux concepts souvent confondus mais qui présentent des différences significatives dans leur application pratique, peuvent nous y aider. Et pour découvrir comment la ludopédagogie et la gamification peuvent renforcer l'apprentissage, avec des exemples concrets d'application, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Aurélie Van Dyck, qui est formatrice consultante et responsable des équipes pédagogie et support pédagogique chez Lefebvre Dalloz Compétences, et Yann Coirot, qui est ingénieur pédagogique et référent soft skills chez Lefebvre Dalloz également. Bonne écoute à tous! Bonjour Aurélie, bonjour Yann et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Eh bien moi je suis vraiment ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode et j'ai vraiment hâte de découvrir vos bonnes pratiques pour renforcer l'apprentissage et cela d'autant plus que j'avais vraiment beaucoup aimé votre atelier sur le sujet au Learning Show. Merci. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et nous présenter vos parcours rapidement? Aurélie, je te laisse commencer. Avec plaisir. Alors, je viens au départ donc du monde de la recherche. Donc, je suis allée jusqu'au doctorat en psychologie cognitive, et ensuite donc j'ai suivi un parcours de formation de formateur certifiant, et de suite j'ai intégré un organisme de formation dans lequel j'exerce encore. Très bien. Qui est donc Lefebvre Dalloz Compétences. Oui. Yann. Eh bien, moi, après quelques autres vies, ça fait 25 ans que je suis dans la vie de la pédagogie, voilà, de manière générale, avec plutôt une orientation sur les soft skills initialement. Voilà, je suis consultant, coach, facilitateur, tout ce qu'on peut imaginer dans cette belle carrière pendant 25 ans. Je crois que j'ai coché pas mal de cases. Et donc là, ça fait plutôt 3-4 ans que je suis concentré et recentré sur la pédagogie et les innovations pédagogiques. Et ça me passionne tous les jours, ça continue. Voilà. Oh bah super, merci Yann. Alors on va rentrer dans le cœur de notre épisode. Donc pour commencer, est-ce que Aurélie, tu peux nous dire ce que sont les neurosciences? Alors, en fait, les neurosciences, je vais d'abord commencer par les sciences cognitives, parce qu'en fait, donc les sciences cognitives, c'est les disciplines scientifiques en fait qui consistent à étudier le fonctionnement du cerveau et plus précisément des capacités mentales ou des processus cognitifs comme l'attention, la mémoire, la prise de décision, le raisonnement. Et donc en fait, on va s'interroger sur en quoi consiste chacun de ces processus, de ces capacités. Qu'est-ce qui va agir sur ces processus, comme les émotions, comme l'anxiété, la fatigue. Et ensuite, dans les sciences cognitives, il va y avoir en fait un volet neuroscientifique que l'on peut ajouter. Donc là, on est vraiment dans les neurosciences et on va vraiment se dire mais en fait, quand je suis attentif, quelles sont les régions dans mon cerveau qui vont s'activer? Quels sont les neurotransmetteurs, les substances chimiques qui vont être libérées. Donc, du coup, les neurosciences, c'est une discipline dans le champ des sciences cognitives. On est vraiment sur l'étude du cerveau et de son fonctionnement. Très bien. Yann, tu veux compléter? Oui, et ce qui est intéressant pour les neurosciences, parce qu'on entend beaucoup parler de neurosciences et de pédagogie depuis une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on prend ces données-là, ça vient alimenter en fait notre manière de faire. Et quelquefois, ça vient confirmer ce qu'on sait déjà.
Et quelquefois, ça vient infirmer ce qu'on pensait. Donc, ça vient bousculer des idées reçues quelquefois, mais quelquefois, ça vient dire que les pédagogues n'ont pas fait que des bêtises pendant de nombreuses années, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant. Tout à fait. Et donc, comment les neurosciences vont-elles favoriser l'apprentissage, Aurélie? En fait, c'est vraiment, je rebondis complètement sur ce que dit Yann, à savoir que les neurosciences et plus généralement donc les sciences cognitives vont vraiment permettre de se questionner donc sur nos pratiques de conception, d'animation, de formation dans une perspective qu'elle soit le plus impactante possible. Et donc, en fait, on va mettre en lumière des pratiques qui peuvent être efficaces, celles qui le sont moins, mais surtout dire pour quelles raisons elles le sont ou elles le sont moins. Et du coup, ces nouvelles clés vont pouvoir nous aider à privilégier certains choix pédagogiques, en questionner d'autres, diversifier nos approches, voire donc s'appuyer sur de nouvelles sources d'inspiration. Justement parmi les sources d'inspiration qui est vraiment structurante dans ma pratique, c'est vraiment les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, selon lequel donc quand je vais apprendre, j'ai besoin d'abord d'être attentif, ensuite j'ai besoin d'être engagé activement, d'être vraiment acteur de mon apprentissage et d'être motivé. J'ai besoin d'avoir un retour quand j'ai agi, quand j'ai pensé que c'était cette façon-là la plus adaptée. J'ai besoin de savoir, mais en fait, suis-je dans le juste ou pas? Et derrière, si c'est bon, j'ai la confirmation que je suis dans le juste. J'ai besoin de consolider ce nouvel apprentissage que j'ai pu engager. Donc un intervenant va donc se questionner. Si je m'appuie sur ces 4 pieds de l'apprentissage, un intervenant qui va animer une formation va se dire alors du coup comment je vais capter l'attention de mes apprenants, comment je vais du coup les engager, les motiver, de quelle façon je peux leur faire des feedbacks pour vraiment qu'ils puissent savoir si comment ils se situent en fait. Donc c'est une façon d'adapter nos pratiques de pédagogue, d'avoir cette grille de lecture. Et plus récemment, Céline Fouquet là en 2023 a proposé un modèle complémentaire qui vient pas du tout contredire celui de Stanislas, c'est juste il apporte justement donc des éléments complémentaires et il se positionne plutôt du point de vue de l'apprenant. Selon ce modèle-là, il y aurait 4 étapes dans l'apprentissage. Une première étape de prédiction, une deuxième étape de je me trompe, une troisième étape de je me corrige et derrière je répète. Ça veut dire qu'en fait notre cerveau, qui est plutôt selon ce modèle un cerveau statisticien, va faire des hypothèses, des inférences et en fonction de ce qu'il va observer, de ce qu'on va observer, du coup on va ensuite avoir éventuellement donc un signal d'erreur si on se trompe et derrière se corriger et répéter pour ancrer une nouvelle pratique. Et donc ça veut dire que là encore, ça va être comment je vais amener l'apprenant à faire des prédictions. Donc ça va être le formateur, il va amener l'apprenant à se questionner et du coup à verbaliser aussi son questionnement pour que il puisse se dire ah ok, donc l'apprenant il pense comme ça, il a ça en tête. Également ensuite, encore on retrouve cette notion de se tromper et derrière se corriger, donc de feedback qui est vraiment importante et donc que le formateur va devoir intégrer dans sa pratique pour se dire comment formuler un feedback du mieux possible pour que ce soit apprenant, pour que ce soit vraiment propice à l'apprentissage et derrière comment je vais faire pour ancrer. Plus concrètement, chez Lefebvre-Dalloz Compétences, pour intégrer ces différents piliers, que ce soit le modèle de Stanislas Dehaene ou celui de Céline Fouquet, on le traduit avec 3 temps dans chacune de nos séquences pédagogiques. C'est-à-dire que chaque séquence pédagogique est organisée avec une première étape de partage, une deuxième étape d'apport de ressources et une troisième étape de training, d'ancrage de mes apprentissages. C'est-à-dire que d'abord le formateur, il va faire appel aux connaissances de l'apprenant sur le sujet abordé, il va faire un quiz, il va faire un brainstorming, en tout cas vraiment une activité qui va faire que l'apprenant va commencer à se dire ah oui, on va aborder ça et je vais commencer à me questionner.
Ensuite, l'apport qui va être vraiment, l'idée c'est de dire je rebondis sur ce qui a émergé pendant la première étape, et comme ça je fais des apports complémentaires et j'ancre vraiment au regard de ce que mes apprenants ont, ce qui a émergé pendant juste avant. Et derrière, c'est se dire, ok, mais concrètement, comment je mets en application, donc au travers d'un exercice d'application, d'un jeu, d'une mise en situation, pour derrière que ça puisse être pas juste des apports théoriques, mais que on se dise, ah ok, donc concrètement, là, dans ma situation de management ou dans ma situation de prise de parole, du coup, concrètement, comment je peux appliquer l'outil que le formateur vient de me présenter, et comme ça, déjà, je me projette sur mon poste de travail ou dans ma situation au quotidien, comment cela va se traduire, matérialiser, et pas juste être contraint ou dans l'espace de la formation, mais déjà commencer à se projeter. Ah, c'est très intéressant comme approche, oui. Yann, tu veux compléter? Oui, ce modèle complémentaire de Céline Fouquet est super intéressant parce qu'il se place du côté de l'apprenant, en fait. Pas du côté du cerveau, exactement. Celui de Stanislas Dehaene parle essentiellement de comment fonctionne le cerveau, et celui de Céline Fouquet vient compléter sur comment se positionne l'apprenant dans son processus d'apprentissage. Et donc ça, c'est intéressant, notamment du point de vue de l'erreur, parce que ça apparaît pas forcément de manière comme ça très claire dans le modèle de Stanislas Dehaene. Non pas que son modèle est fort complet, mais il se place d'un point de vue pur du cerveau, quoi. Et quand on sait l'importance du feedback dans l'apprentissage, le fait de favoriser les erreurs, mais aussi de faire des feedbacks constructifs et correctifs pour que ça marche mieux, on voit l'importance à la fois du formateur quand il est en face de l'apprenant, mais aussi des capsules d'e-learning dans la qualité, en fait, des feedbacks qui sont donnés. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille, soit avec nos intervenants, soit d'ailleurs dans la production qu'on fait de capsules d'e-learning, quoi. Oui, c'est très important aussi d'intégrer ce feedback dans les capsules d'e-learning pour pas que ce soit simplement de l'information descendante, pour qu'il y ait un vrai échange, on va dire, quelque part entre l'apprenant et l'e-learning, entre guillemets. Mais bon. Oui, puis l'intelligence artificielle est en train de nous apporter des choses très pertinentes sur des feedbacks qui sont peut-être plus en conversationnel avec l'apprenant. Oui, tout à fait. Faut que ce soit personnalisé et que vraiment il puisse s'identifier et se dire ah oui, donc c'est de cette façon-là que je vais me corriger, et que ça l'aiguille vraiment au mieux. Oui. Et donc quel est le levier clé qui va favoriser l'apprentissage, Aurélie, pour toi? En fait, c'est vrai que dans ces piliers-là, l'aspect émotionnel, en fait, est pas directement abordé, mais finalement, les émotions vont être un levier qui va agir sur ces différents piliers. C'est-à-dire que quand je vais créer un climat de confiance, quand je vais donner envie à mes apprenants, que je vais susciter leur intérêt ou que je vais les faire rire, je vais du coup générer une émotion chez eux qui peut donc favoriser le fait de capter leur attention, le fait de favoriser leur engagement actif. Et du coup, ce climat, le fait de donner la place à l'erreur, le fait de se dire on va être vraiment sur vos problématiques, l'ensemble de ces éléments-là met l'apprenant dans des conditions favorables où il va oser se tromper, où il va du coup derrière mieux se corriger parce que les conditions seront réunies. Donc à ce titre-là, les émotions jouent un rôle clé pour l'apprentissage, et notamment donc pour les leviers de l'attention et de l'engagement actif, mais aussi pour la consolidation et donc derrière la mémorisation dans la durée des apprentissages, parce que souvent en fait quand on demande à nos apprenants qu'est-ce que vous avez retenu d'il y a 6 mois, mais souvent ça va être plutôt des contenus qui sont en lien avec une émotion associée en fait.
Je me rappelle, Yann m'avait évoqué quand on parlait, on faisait un petit partage d'expérience sur le storytelling, et il m'avait parlé d'une histoire que un collègue lui avait racontée il y a de cela beaucoup d'années, visiblement, et il s'en rappelait encore, et parce que en fait, voilà, cette histoire avait généré vraiment une émotion, ça avait été vraiment marquant, et donc c'est derrière ça, voilà, les émotions jouent un rôle clé aussi dans la consolidation. Donc ça veut dire que comment nous, formateurs, on peut faire vivre des émotions à nos apprenants au travers, donc je parlais d'une histoire que l'on va leur raconter, d'une anecdote, d'une mise en situation qui va faire peut-être écho avec quelque chose de leur quotidien, mais aussi le jeu, et que l'on va voir après. Oui, et complètement, parce que là, tu parles d'émotion et du fait qu'on se souvienne plus des expériences d'apprentissage où on a eu une émotion. Bah, moi, par exemple, au Learning Show, je me rappelle très bien le jeu que vous aviez fait au début, où on se mettait de chaque côté de la salle et où il fallait répondre et où on avait un petit cadeau à la fin. Donc, je m'en souviens, donc ça marche quelque part. Yann, tu veux rajouter quelque chose sur... mais c'est ce qu'on cherche, en fait. Effectivement, c'est ce qu'on cherche. Et ce qui est intéressant, c'est que même pour des émotions qui ne sont pas liées directement à l'objet d'apprentissage, on met une musique, on se souvient d'une couleur particulière, d'un tableau qui faisait partie de l'environnement. Ben, cette émotion-là qui a été créée, en fait, est reliée directement à l'objet d'apprentissage. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est pas seulement dans je fais faire un escape game. Ça peut être simplement parce que j'ai créé une émotion qui est une émotion connexe. Et là, dans ce cas-là, le souvenir va remonter en même temps que l'objet d'apprentissage. C'est ça qui est intéressant. Et c'est comme les contes de notre enfance dont on se souvient. Ben oui, on s'en souvient très bien parce qu'on a eu une émotion en les écoutant. Donc, tout ça est lié. Tout à fait. Et comment va-t-on faire justement pour favoriser cette émotion? Donc, on peut faire appel à la ludopédagogie. Donc, est-ce que, Yann, tu peux nous dire ce qu'est la ludopédagogie? Donc ludo et pédago. Donc donc voilà, si on associe les deux racines, ludo, le jeu relié à la pédagogie en fait. Voilà. Ça y est, je viens d'enfoncer une porte ouverte. Je vais essayer de pas le refaire. Mais malgré tout, la ludopédagogie, ça existe depuis extrêmement longtemps en fait. Nos amis grecs, notamment, avaient été les premiers, avec Platon, mais aussi Héraclite, à utiliser les ressorts du jeu pour apprendre l'ordre de la cité, pour apprendre la morale, pour apprendre le calcul. Ils avaient créé déjà à l'époque des plateaux de jeux pour apprendre notamment l'ordre de la cité. Ils avaient créé un jeu qui s'appelle le Pentagrammae. C'est un jeu des 5 lignes pour l'apprentissage du destin, par exemple. Et un peu plus tard, le jeu d'échecs a été utilisé pour apprendre la stratégie au moment du Moyen-Âge, par exemple. Donc c'est des choses assez anciennes. Et puis Montessori, si on prend des choses plus récentes, utilise régulièrement le jeu pour apprendre des sciences, pour apprendre des mathématiques, ou pour apprendre à écrire aux enfants. Donc c'est un ressort qu'on connaît depuis longtemps, et ce qui fait que ça fonctionne, c'est effectivement notamment que ça crée des émotions. Voilà. Il y a des challenges, il peut y avoir des défis, il peut y avoir des choses amusantes, voilà. On fait un pas de côté, en fait. C'est une pédagogie par le détour, hein, mais c'est aussi une pédagogie très active, en fait. Hein. On s'immerge dans le jeu et on est acteur de son propre apprentissage, quoi. Ouais. Et où la métaphore aussi joue un rôle très important pour comme le faisait Platon avec son plateau de jeu, c'est la cité devient un plateau. Enfin, c'est quand même super intéressant d'avoir imaginé cette métaphore-là plutôt que d'être sur du discours descendant en disant voilà la morale, ce que c'est, quoi. Forcément, ça marquait plus les enfants, quoi. Et les adultes d'ailleurs à l'époque, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps et qu'on continue à utiliser de manière régulière, quoi. Aurélie, tu veux compléter ?
En fait, oui, le jeu, c'est vraiment un outil du pédagogue, finalement, une technique parmi d'autres, et du coup, ça veut dire que il va être pensé de comme une autre technique, à savoir, on va commencer par la définition des objectifs pédagogiques et donc du coup, comment le jeu va permettre l'atteinte de ces objectifs pédagogiques. On est vraiment dans cette dynamique, en fait. Le jeu pédagogique est conçu toujours dans cette perspective de on part des objectifs pédagogiques et le jeu est un vecteur pour nous permettre d'atteindre ces objectifs pédagogiques. Et également, le formateur a un rôle central dans l'animation de ce jeu. En fait, je parle de ça parce que c'est vrai que j'ai une expérience où on avait revisité un jeu et du coup on avait fait travailler un formateur sur ce jeu, et en fait on s'est rendu compte que sa façon de l'animer, il se disait mais moi je trouve pas ma place en fait. Moi en fait quand j'anime le jeu, les participants ils font l'escape game et moi je sais pas quoi faire en fait. Je suis à côté et en fait l'impression que ça m'a donné, c'est que il se rend pas compte en fait de la place centrale qu'il joue, en tout cas la place centrale qu'il doit exercer dans l'animation du jeu pédagogique en fait. C'est-à-dire que la compréhension des consignes, le fait de la bonne cohésion qui va faire aussi que si la cohésion est propice à l'apprentissage, enfin que si la cohésion est bonne, du coup elle sera propice à l'apprentissage, et que voilà, en fait, lui aussi, il va pouvoir dire ah j'ai entendu ça, et donc du coup derrière je vais rebondir là-dessus, je vais du coup faire des feedbacks vraiment pertinents au regard de tout ce que j'ai entendu, je peux faire des coupures à tel ou tel moment du jeu. Enfin finalement c'est un outil, et c'est vrai que là ok je suis en posture de facilitateur, je suis pas juste voilà, je délivre pas mon slideshow, mais du coup j'ai un rôle quand même essentiel dans la facilitation du jeu et dans le fait que le jeu va vraiment permettre l'atteinte des objectifs pédagogiques et l'atteinte de l'apprentissage. Donc en fait, je voulais juste rebondir sur ce rôle fondamental du formateur dans l'animation du jeu et du coup dans l'apprentissage. Oui, complètement. Et il arrive parfois qu'on parle de ludopédagogie et qu'on confonde avec la gamification. Ça arrive souvent même parfois. Donc, quelle est la différence entre la ludopédagogie et la gamification, Yann? Je le disais tout à l'heure, la ludopédagogie, c'est très ancien en fait dans la pédagogie. En revanche, la notion de gamification est apparue depuis quelques années à peine, et ça a été parallèle en fait à l'explosion d'abord du numérique et ensuite l'explosion des jeux vidéo. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, les jeux vidéo existaient très peu, et depuis 20 ans, évidemment, ça explose. C'est intéressant de voir ou de penser ou de constater d'ailleurs que une idée reçue peut être de dire que les jeux vidéo sont joués d'abord par les enfants et les ados. Oui, mais les jeux, c'est pour les enfants, quoi. Il y a des adultes, quelquefois, qui ont cette réaction par rapport à, on va jouer à un jeu, ouais, mais bon, c'est sérieux, la formation, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est sérieux. Mais ça peut se faire aussi de manière légère et amusante, et on sait que c'est plus efficace comme ça. Mais ce qui est intéressant quand on regarde les sondages, il y a une étude là, du blog du modérateur qui date de 2022, où on s'aperçoit que en France, il y a plus de 37 millions de joueurs. 37 millions de joueurs. Donc, c'est-à-dire que c'est près de 60% de la population qui sont des joueurs. Parmi ceux-là, il y a 73% qui jouent au moins une fois par an. Et parmi ceux-là, il y en a 53%, retenez bien ce chiffre, 53% qui jouent, on dit ça de manière régulière. Et de manière régulière, ça veut dire que c'est au moins une fois par semaine. Ah oui. Sur des jeux vidéo, hein. Donc et on parle pas de jeux de cartes, on parle pas de jeux plateau ou des choses de ce type-là. Donc si on rajoute à ça tout ce qui concerne les jeux, les bars à jeux qui se remplissent, on en voit un peu partout en France maintenant. Les bars à jeux sont remplis du matin au soir sans arrêt. Et c'est pas que des ados qui sont dans ces endroits-là, quoi.
Donc c'est intéressant de voir ça, et de notre point de vue, c'est ça qui a fait réémerger en fait la gamification comme étant un outil utile au profit de l'apprentissage. Et donc, il a fait remonter en fait ces notions de ludopédagogie, mais en y rajoutant toute la codification des jeux vidéo, qui sont pas forcément présents dans un jeu plateau, mais par exemple les badges qu'on reçoit, les étoiles qu'on reçoit, les applaudissements qu'on reçoit quand on est sur un jeu vidéo, la notion de progression, de niveau, le niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3, qui sont pas forcément présents non plus dans les jeux classiques. Les notions d'avatar, qui sont très présents aussi dans les jeux vidéo, évidemment. Donc incarner un avatar qui peut être quelque chose d'intéressant aussi à mettre en œuvre dans un cadre de formation, quoi. Et puis des environnements visuels, sonores qui sont très présents aussi dans les jeux vidéo. Il y a des fans en fait de musique de jeux vidéo qui les collectionnent, qui les classent, qui les connaissent par cœur, etc. Enfin, c'est des choses qui sont en lien avec tout ça. Bon. Et donc, de notre point de vue, c'est bien ça qui a fait réémerger la gamification pour mettre des couches de gamification, alors soit sur des capsules e-learning, soit d'utiliser des structures du type escape game en digital et réutiliser tous ces codes-là, mais au profit en fait d'une matière spécifique, voire sérieuse. On en donnera un exemple tout à l'heure, qui accroît encore l'efficacité de ces ressorts-là, et qui vont plus loin encore que la ludopédagogie. Très bien. Aurélie, tu es d'accord avec ce que vient de dire Yann ? Étonnamment, oui. oui, c'est vraiment, c'est en tout cas la définition et la conception que je partage, à savoir le fait que la gamification, c'est une couche que l'on peut ajouter à une activité pédagogique, à une séquence pédagogique existante, vraiment dans cette perspective de favoriser le fait de capter l'attention, de favoriser l'engagement. Donc ça a ça peut avoir une vraie plus-value, après à varier, à utiliser avec modération selon les publics, mais et selon la thématique de la formation. Mais en tout cas, je pense que j'ai cette même conception de la gamification et de son intérêt pour la pédagogie. Et maintenant, si vous nous donniez des exemples concrets d'application de tout ce que vous venez de nous dire. Donc Yann, voilà, pour qu'on imagine un petit peu plus comment ça se passe. Ouais. Je parlais tout à l'heure de matières sérieuses qu'on pouvait traiter en la gamifiant, en fait. On a créé un escape game sur les violences sexuelles et sexistes dans l'entreprise. Et donc, typiquement, on a et en plus chez Lefebvre Dalloz, on a créé un template en fait qui s'appelle Escape Game, avec lequel on peut traiter finalement n'importe quelle thématique, puisque ça part d'une situation, puis c'est une énigme, et puis qui est coupable, qui est pas coupable, où est le problème, enfin voilà. Donc à partir du moment où il y a une résolution de problème, quel que soit le problème, on peut le traiter à la façon Escape Game. Et avec des outils assez simples en fait qui permettent de le faire. On peut faire des escape games avec des outils comme Geniali par exemple, évidemment, mais on peut le faire aussi avec PowerPoint assez facilement. C'est pas très compliqué de faire un escape game. On parlait d'outils et d'équipements là tout à l'heure. Mais il y a aussi des exemples simples en fait. Nous, quand on parle quand on parle de couches de gamification, il s'agit pas de dire ma formation va devenir un jeu vidéo, quoi. C'est pas notre angle, quoi. C'est plutôt qu'est-ce que je rajoute un petit peu, quoi, pour générer plus d'efficacité dans ma manière de transmettre, en fait, ou dans la manière de faire échanger les personnes sur une thématique. Des outils comme Bicast, c'est celui qu'on utilise, mais il y en a plein d'autres. C'est assez facile de créer une couche de gamification en créant des challenges, en faisant voter les gens, par exemple, avec des étoiles, enfin des choses de ce type-là qui permettent tout simplement, en fait, de rappeler à des gens qui connaissent maintenant majoritairement les jeux vidéo, cet univers-là, de telle manière à générer finalement les choses qui se passent quand on est dans un jeu vidéo, quoi.
Sinon, il y a d'autres. Nous, on aime bien détourner les jeux existants. On avait fait un jeu plateau sur la base du Cluedo, mais c'était sur la relation client, donc par exemple. Donc ça demande un peu d'ingénierie. Mais au lieu que ce soit des situations de meurtre, c'était des situations de réclamation client, par exemple. Et on avait créé le plateau qui allait bien en copiant celui de Cluedo. Mais on a fait la même chose avec le Codenames, le jeu Codenames, avec un jeu qu'on a appelé Captain. Et c'est le premier truc qu'on a créé, enfin la première thématique qui a été traitée, c'était le CSE. Voilà. Et donc on l'a appelé Captain CSE. Et c'est très simple à faire. Hein. Il suffit d'avoir, je sais plus, Aurélie, 31 ou 32 mots, c'est ça? 32 mots, ouais. 32 mots. Donc il suffit d'avoir 32 mots. Et effectivement, lors du Learning Show, on a fait jouer les participants à Captain Gamification, et on avait mis 32 mots qui étaient en lien avec la gamification, et sur la base du Codenames, on faisait jouer les gens de cette manière-là. Donc, et encore une fois, le jeu, on l'a créé, arrête-moi si je me trompe, alors nous, dans notre tête, et en échangeant les 32 mots, on les a sortis en moins de 5 minutes. Après, il faut sortir les étiquettes, et les coller sur des choses, et ça demande vraiment peu de temps, peu d'argent, et c'est facile à faire. Oui, c'est très mémorable pour les gens. C'est malin, c'est une conception maligne, on va dire, voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est intéressant de partir de jeux existants avec une structure existante et de le détourner et puis de l'utiliser, quoi. D'accord. Aurélie, tu as d'autres exemples pour compléter? C'est exactement ce qu'on fait aussi avec les jeux cadres de Tiagui aussi, qui sont vraiment une mine d'or pour justement créer des jeux. Mais c'est vrai que donc Yann a cité ces jeux-là. On peut s'inspirer aussi de jeux télévisés, hein, comme Qui veut gagner des millions ou d'autres. Mais aussi le Time's Up pour avoir comme exercice un peu de réactivation, où en fait les mots à faire deviner peuvent être produits même par les participants, soit par le formateur, du coup se dire bon ben voilà, c'est vraiment ces mots clés que je veux faire réactiver, donc du coup je les prépare. Donc c'est juste des mots sur des petits papiers, mais ou alors le demander aux participants. Le Dixit, ça peut être aussi détourné sous la forme de photolangage ou de jeux aussi. Et en ce moment, mon chouchou, c'est en fait le top 10. Le top 10, en fait, le principe, c'est que vous avez une situation et vous devez imaginer soit le pire scénario, soit le meilleur scénario. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on se dit, ben voilà, dans le cas d'une formation sur la conduite de réunion, je dois imaginer un scénario dans lequel j'applique soit au mieux toutes les bonnes pratiques pour la conduite de réunion, soit vraiment pas du tout bien les bonnes pratiques. Et donc, en fait, chaque participant va avoir un numéro, donc de 1 à 10. Et ensuite, donc si j'ai un numéro de 1, 2, 3, du coup, je vais plutôt imaginer des scénarios plutôt catastrophiques. Et plus je vais aller vers 8, 9, 10, je vais vraiment imaginer des top scénarios où je suis vraiment le pro de la conduite de réunion. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce jeu, c'est le fait que ça permet d'avoir une vision assez fine des bonnes pratiques, des différentes nuances pour appliquer le contenu d'apprentissage qu'on a vu. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas juste listez-nous toutes les bonnes pratiques, mais finalement, c'est arriver à les distiller pour mettre en avant, au regard du chiffre que l'on a reçu. Donc ça, voilà, c'est un exemple aussi de jeu que l'on peut détourner, mais il y a donc aussi les dominos, les mots croisés. Donc il y a beaucoup d'exemples d'autres jeux, et qu'en fait que l'on peut aussi, juste en allant sur internet, il y a des sites pour créer des mots croisés très facilement. On donne une série de 10 mots, et du coup le site nous génère automatiquement des mots croisés ou des mots cachés. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour ludifier ces formations. Oui, tout à fait. Et puis il y a plein d'outils gratuits pour le faire en plus. C'est ça. Voilà. Et vous, quels sont vos partis pris pour justement rajouter cette couche de gamification dans les formations? Yann? J'en ai dit 2 mots tout à l'heure, mais s'il y a un maître mot chez nous, c'est la simplicité, quoi. C'est de se dire, gamifier, ça peut être simple. Donc
parce que effectivement, il y a un certain nombre de solutions qui existent sur le marché, qui sont voilà, pour créer des serious games, par exemple. Et on a fait cette expérience-là aussi avec Aurélie, elle s'en souvient. Oui, c'est magnifique. Il peut y avoir un résultat magnifique, mais l'ingénierie est compliquée. La solution est pas donnée, etc. Donc on peut tout de suite arrêter par une question de temps et une question de prix. Et on aime bien Tyagi dans cet esprit-là, qui est de dire je crée quelque chose de manière rapide et avec trois bouts de carton et un peu de matière grise, j'arrive à créer cette couche de gamification, quoi. Donc et encore une fois, il y a des outils aujourd'hui simples et gratuits qu'on peut facilement utiliser. J'en ai cité quelques exemples tout à l'heure, mais donner une récompense, on l'a fait pendant le Learning Show, une petite récompense, eh ben voilà, c'est tout simple, ça coûte pas cher. Souvent, ça coûte pas cher et ça fait son effet, quoi. Finir la formation par un applaudissement du groupe, c'est-à-dire lancer l'applaudissement, eh ben c'est des choses qui marquent. Est-ce que c'est de la gamification? Pas totalement, mais ça veut dire qu'on est allé chercher en fait un ressort qui va servir à la mémorisation, quoi. Moi, souvent, je dis que on peut faire une chose, on peut utiliser une même action, mais si on a l'intention de le faire sous le regard de la gamification, eh ben on le fait de manière un peu différente, parce qu'on a conscience qu'on est en train de faire ça. C'est-à-dire que quand je génère un applaudissement, si je le fais avec l'intention que ce soit marquant, en tant que formateur, et ben du coup ça va avoir un effet qui sera différent de juste on s'applaudit, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est l'intention de marquer un score sur un tableau, par exemple, ou de faire apparaître un résultat Bicast ou autre. Si je le fais avec l'intention de la gamification, je vais le faire d'une manière plus juste. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a aussi un point qui est important dans un programme de formation. Il y a toujours un passage d'un chapitre, entre guillemets, à un autre chapitre. Mais il nous semble important de ritualiser ce passage d'un chapitre à un autre. Quand je dis chapitre, c'est parce que ça va faire référence au passage d'un niveau à un autre, en fait, quoi. Exactement comme ça se passe dans un jeu. Et donc de ritualiser ça, de dire ah ben c'est génial, on a passé la première étape. Maintenant, on va passer sur une étape où on va aborder telle question, et de le ritualiser d'une manière ou d'une autre. Nous, on l'a ritualisé, par exemple, chez le FF Dalloz avec une image de pyramide, et puis au fur et à mesure, en fait, on gravit la pyramide en fonction des niveaux. Et ben, en fait, c'est ça qu'on fait dans l'inconscient de la personne. On utilise un peu du nudge, hein, c'est ça qu'on fait. On envoie des messages sans que ce soit dit ouvertement, en tout cas, à nos apprenants. Mais voilà, c'est des ressorts qu'on utilise, et c'est simple. C'est simple, ça coûte pas cher. Voilà. Et c'est efficace. C'est efficace, c'est ça. Oui. Aurélie, ce sont les mêmes tes partis pris, ou tu en as d'autres aussi? En tout cas, ça rejoint. Donc oui, je suis en face avec Yann. Et ce que peut-être j'ajouterais, donc c'est le fait qui rebondit avec ce que j'avais développé juste avant, donc sur le fait que le jeu c'est pas un gadget mais bien un outil pédagogique construit sur la base d'objectifs pédagogiques, et voilà, c'est pas juste pour intégrer du fun, mais c'est voilà vraiment pas du tout abordé à la légère, et vraiment toujours comme tu l'évoques, Yann, au service de l'apprentissage, et du coup avec cette intention là, et donc derrière avec un impact sur l'engagement, la collaboration, la mémorisation des apprentissages, quoi. D'accord. Avant de passer à une surprise pour nos auditeurs, je vais juste vous poser une dernière question. Donc, on parle beaucoup d'IA. Donc, quelle aide, d'après vous, l'IA peut-elle apporter dans la conception des jeux pédagogiques? On a évoqué un petit peu rapidement les outils. Donc, il y a aussi beaucoup d'outils au niveau des IA. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je vois l'IA comme un assistant. Un super assistant. Est-ce que vous pensez comme moi? Aurélie? Plutôt. Oui, c'est plutôt vers ça, un compagnon, en tout cas, ouais, vraiment un outil ressource, une aide en tout cas à l'ingénieur pédagogique, notamment pour le faire gagner en productivité, mais aussi en créativité.
à mon sens, il remplacera pas l'ingénieur pédagogique, mais par contre, on peut s'appuyer sur lui pour, par exemple, challenger des idées, pour du coup se dire, tiens, comment tu ferais telle ou telle chose. Également, donc pour la productivité, ça peut être aussi, voilà, il y a des applications pour créer des quiz, donc on peut très bien s'appuyer sur des applications comme ça pour demander à l'IA de produire des questions de quiz, parce que finalement pas mal de jeux pédagogiques s'appuient aussi sur des quiz, donc du coup pour reboucler bien sûr avec la thématique. Et une autre composante de la gamification, c'est aussi la scénarisation, et l'IA aussi peut nous aider, peut stimuler notre créativité sur la rédaction de scénarios. Nous on lui voilà, à nous de trouver le bon prompt pour bien présenter le contexte, sur quoi on a besoin d'elle, parce qu'en fait finalement l'aide et du coup la qualité de la réponse de l'IA va dépendre de notre prompt et de nous, notre façon à lui exprimer au mieux notre demande. Mais en tout cas, si progressivement on affine en fait le prompt et notre demande, et vraiment les résultats sont vraiment bluffants. Après voilà, on peut aussi s'appuyer dans la conception sur d'autres leviers comme les mécaniques cartes, les gamificards, les cartes de Susan Bossan pour au départ stimuler notre créativité dans la conception du jeu, et après demander au prompt, demander à l'IA, et donc au travers du prompt, qu'est-ce que tu penses de cette idée. Donc il peut y avoir à la fois au démarrage pour la conception et pour la réflexion sur la scénarisation ou sur comment je pourrais faire telle ou telle chose, ou alors ensuite au cours de la réflexion se dire tiens, je vais plutôt m'appuyer là sur des cartes existantes, mécaniques cartes, gamificards, les cartes de Susan Bossan, et derrière me faire challenger par l'IA. Donc voilà, c'est vraiment se dire, en tout cas moi, ce que j'imagine, c'est que l'expertise, les compétences de l'ingénieur pédagogique et son expérience sont clés pour finalement affiner le prompt et avoir un regard critique sur les productions de l'IA. Et derrière, après, on va gagner, potentiellement, on peut gagner en créativité et en productivité, mais il faut quand même qu'il y ait cette base, à mon sens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Yann, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, longue vie aux ingénieurs pédagogiques, mon Dieu, oui. Bien évidemment, et peut-être pour être effectivement plus productif et pour en créer plus facilement et peut-être en plus grand nombre. Hein. Je pense que c'est l'enjeu, ça va être ça. Et puis peut-être aussi de créer des jeux qui respectent les nous on est pas mal intéressés ou interpellés en fait par la notion des différences d'apprentissage. Alors pas sur les profils d'apprentissage, mais les personnes qui sont par exemple des neuroatypiques ou d'autres profils d'apprentissage qui sont touchés en fait par des fois des difficultés d'apprentissage. On pourrait très bien imaginer que l'IA nous aide sur la même thématique à créer 3 jeux différents, et que les jeux soient pas tout à fait les mêmes, parce qu'ils viennent pas toucher au même ressort, par exemple. Quoi. Oui, moi, et parce que c'est déjà compliqué de faire un jeu. Alors en faire 3 qui peuvent convenir à tout le monde, ça devient plus compliqué. L'IA a toute sa place dans ce cas-là, parce que ça peut aller beaucoup plus vite. Quoi. C'est ça. Complètement, tout à fait, oui. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Donc, nous allons arriver à la fin de notre épisode. Et pour cet épisode, la conclusion est différente des autres puisque vous nous avez préparé un jeu. Donc, soyez bien attentifs puisqu'il y a une bonne réponse à trouver et que nous vous invitons, donc Aurélie, Yann et moi, donc à venir poster ensuite la réponse à ce jeu sur le post LinkedIn de l'épisode, donc lorsqu'il va sortir. Et les 3 premiers qui trouveront la bonne réponse donc gagneront un livre blanc donc offert par Lefebvre Dalloz. Donc soyez attentifs et venez ensuite nous donner la bonne réponse. Donc Aurélie et Yann, c'est à vous. Alors la question est simple et la réponse doit être précise. Tout à l'heure, j'ai abordé la notion d'une étude 2022. Et j'ai donné un pourcentage. Et notamment, j'ai donné le pourcentage des joueurs en France
qui jouaient de manière régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Et donc, c'est ce pourcentage-là qu'on attend dans le commentaire qui viendra dans le post de LinkedIn. Et donc, les 3 premiers qui donneront la bonne réponse. Évidemment, on te rappellera la bonne réponse, Anne-Marie, pour que tu puisses... moi, je ne vais pas jouer parce que je peux écouter la réponse. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, donc si vous l'avez retenu, tant mieux. Et si vous ne l'avez pas retenu, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez réécouter une nouvelle fois ce podcast et comme ça, vous allez pouvoir retrouver facilement. Oui, tout à fait. Eh bien, merci vraiment pour cette conclusion originale. Merci à tous les deux de nous avoir accordé ce temps d'échange et d'avoir échangé sur vos pratiques, sur vos façons de faire. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, donc j'indiquerai le contact LinkedIn d'Aurélie et le contact LinkedIn de Yann. J'indiquerai également ton livre, Aurélie, Réinventer vos formations avec les neurosciences. Donc, si nos auditeurs souhaitent le lire, qui était sorti en quelle année, redis-moi? 2019. 19, d'accord. Mais qui est toujours d'actualité. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet épisode. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup Anne-Marie. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.